Lors de ventes aux enchères internationales, des reliques personnelles de ceux qui occupèrent le sommet du Troisième Reich ont commencé à réapparaître. Se encontraron con lupas que había usado Adolfo Hitler, con cruces, con decoraciones. Une montre-bracelet portant les initiales d'Adolf Hitler a été acquise pour plus d'1 million de dollars. Peu après, l'une de ces limousines officielles a failli atteindre les 7 millions. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Chacun de ces objets renferme une histoire de pouvoir, de propagande et de violence qui résonne encore dans la mémoire collective. La controverse n'a pas tardé à ressurgir. Tandis que certains affirment que ces vestiges doivent être conservés comme preuves historiques, d'autres dénoncent leur commercialisation qui banaliserait l'horreur du régime nazi. Le débat s'intensifie lorsqu'apparaissent des articles liés à des figures telles que Joseph Goebbels ou Hermann Göring, dont les biens, allant de manuscrits à des bijoux conçus sur mesure, ont refait surface dans des expositions et des ventes privées. Entre collectionneurs, musées et descendants de victimes, le marché de ces objets devient un champ de mine où le passé se dispute pièce par pièce. Ainsi commence ce parcours à travers les possessions les plus controversées du nazisme, où chaque fragment conserve la trace matérielle d'un pouvoir qui a marqué le monde à jamais. Hitler aux enchères, le sombre périple de ses objets les plus précieux. Parmi toutes les possessions personnelles qui ont accompagné Adolf Hitler lors de son ascension et de la consolidation de son pouvoir, peu sont aussi singulières qu'une montre-bracelet dorée, fabriquée par Andreas Hubert. Cet objet, probablement offert le 20 avril 1933, à l'occasion de son 44e anniversaire, coïncide avec sa désignation aux côtés de Hindenburg, comme citoyen d'honneur de la Bavière, le premier de l'histoire allemande à recevoir une telle distinction. Cette montre, au design réversible et à la fabrication exclusive, a été saisie le 4 mai 1945 par le sergent français Robert Mignot. Il faisait partie des premières troupes alliées à entrer dans le refuge alpin de Hitler à Berchtesgaden. Avec ses compagnons, il accéda à la résidence secondaire du dictateur ainsi qu'au tunnel souterrain du complexe. Là, au milieu de l'abandon, ils découvrirent de nombreux effets personnels, parmi lesquels cette montre, que Mignot décida de conserver comme souvenir de guerre. À son retour en France, il l'a transmis à son cousin, ancêtre direct du propriétaire actuel. Depuis lors, la pièce est restée entre les mains de la famille, sans jamais avoir été vendue ni exposée publiquement. Ce n'est qu'en 2022 qu'elle fut révélée au grand jour. Son état de conservation est remarquable. Elle ne présente qu'une légère usure au niveau du bracelet d'origine, confectionné en cuir exotique. Un expert indépendant a confirmé à la fois l'authenticité du mécanisme et l'intégrité générale de la montre, soulignant qu'il s'agissait d'un objet de grande valeur monétaire. Par la suite, la montre réapparut lors d'une vente aux enchères organisée par Alexander Historical Auctions dans le Maryland, aux États-Unis. Elle n'avait jamais été proposée au public auparavant, ce qui suscita un intérêt international considérable. Finalement, elle fut vendue pour plus d'1 million de dollars à un collectionneur européen, dont l'identité n'a pas été révélée. Cependant, la vente ne passa pas inaperçue. Des organisations juives de toute l'Europe réagirent vivement. 34 dirigeants communautaires signèrent une lettre ouverte exigeant le retrait de l'article, arguant que la vente de reliques nazies banalise la Shoah et ouvre la porte à leur appropriation par des sympathisants du régime. Ils soutinrent que des pièces de ce type devraient être conservées exclusivement dans des musées ou des lieux à vocation éducative. Le rabbin Menachem Margolin, président de l'Association juive européenne, déclara que ces ventes transformèrent l'horreur en marchandise et privèrent les objets de leur dimension historique. Selon lui, permettre que des matériaux aussi chargés symboliquement tombent entre des mains privées constitue une perte collective pour la mémoire. Face à cette pression, la maison de vente défendit sa position. Le président de la société, Bill Panagopoulos, affirma qu'interdire la circulation de ces objets serait, selon ses propres termes, un crime contre l'histoire. À ses yeux, la vente ne rendait pas hommage, mais permettait de montrer que le nazisme avait été réel et meurtrier. Il indiqua également que de nombreux acheteurs finissaient par destiner ces articles à des musées ou à des institutions académiques, même s'il reconnut que certains restaient dans des collections privées. Malgré les menaces de mort reçues dans les jours précédant la vente, Panagopoulos et sa famille restèrent fermes. Selon lui, ces objets fonctionnent comme une preuve matérielle, aussi minime soit-elle,
des crimes du régime nazi. La vice-présidente de l'entreprise, Mindy Greenstein, renforça cette idée en déclarant que détruire ces objets reviendrait à effacer les preuves. La montre portant les initiales du dictateur et dotée d'une charge symbolique exceptionnelle devint ainsi l'un des objets personnels les plus controversés jamais mis sur le marché. Non pas en raison de son esthétique ni de sa mécanique, mais à cause de ce qu'elle représente. L'écho persistant d'un pouvoir dévastateur, encapsulé dans un petit mécanisme doré. La documentation associée comprend des photographies, des témoignages de vétérans, des lettres d'héritiers et un dossier complet certifiant à la fois la découverte à Berghof et l'identité du soldat français qui l'a récupéré. Son mécanisme interne a été produit par Lecoultre, tandis que le boîtier, réalisé par un sous-traitant, a été conçu pour pivoter à 180 degrés, permettant de protéger le cadran ou d'exhiber l'arrière gravé. La structure porte des poinçons en or suisse et allemand, ce qui suggère un processus de fabrication transfrontalier, un assemblage en Suisse et une certification légale en Allemagne. En ce qui concerne son design extérieur, le cadran de la montre présente un fond noir avec la marque Hubert, en laque sombre, des index dorés appliqués et un motif de type chemin de fer, entourant le compteur des secondes situé à 6 heures. Les aiguilles, également dorées, adoptent une forme stylisée de type épée. Cependant, l'élément le plus frappant se trouve au revers. On y observe une ornementation multicolore avec une svastika centrale, entourée d'une couronne de feuilles de chêne et surmontée de l'aigle impérial utilisé par le parti nazi. En dessous, les initiales de Hitler apparaissent remplies de noir, grâce à une technique de gravure en négatif. 3 dates clés complètent la composition. Le 20 avril 1889, date de naissance de Hitler. Le 30 janvier 1999-133, date à laquelle il fut nommé chancelier. Et le 5 mars de la même année, jour des élections fédérales qui consolidèrent son pouvoir. Andreas Hubert, fondée à Munich en 1856, fut l'une des maisons horlogères les plus prestigieuses d'Allemagne. Au début du XXe siècle, elle devint fournisseur officiel de la cour royale de Bavière et sa renommée se répandit rapidement parmi les officiers allemands. Ces montres, considérées comme des instruments de précision militaire, gagnèrent en notoriété dans les compétitions, les événements publics et même lors des Jeux olympiques d'hiver de 1936. La marque assemblait des pièces à partir de composants suisses haut de gamme, tels que les mouvements de Lecoultre ou des boîtiers fournis par des fabricants helvétiques qui étaient ensuite personnalisés en Allemagne selon la réglementation en vigueur. Cette combinaison d'éléments permettait une double certification, suisse et allemande, garantissant l'authenticité et la pureté de l'or. Outre la montre gravée des dates clés de l'ascension nazie, un autre symbole matériel du pouvoir d'Adolf Hitler passa aux mains de particuliers après la guerre. La Mercedes-Benz 770 AMG, une machine conçue non seulement pour le transport, mais aussi pour projeter l'autorité. Ce véhicule, l'un des plus imposants du Troisième Reich, faisait pleinement partie de la scénographie politique du régime. Commandé en 1938 par Erich Kempka, le chauffeur personnel de Hitler, ce modèle exclusif fut remis au dictateur le 29 juillet 1939 à Berlin. Bien que Hitler n'ait jamais obtenu de permis de conduire, la voiture fut immédiatement intégrée à l'appareil cérémoniel. Sa première apparition publique eut lieu le 6 octobre de la même année, lorsqu'elle ouvrit un cortège soigneusement organisé pour garantir à la fois sa sécurité et sa mise en valeur. Avec seulement 88 unités fabriquées, la 770 Cab devint un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande. Son moteur de 8 cylindres et 7,7 litres offrait une puissance estimée à 400 chevaux. Bien qu'elle fût théoriquement capable de dépasser les 160 km/h, sa vitesse fut limitée à 80 pour des raisons de contrôle. Malgré son blindage, le véhicule était décapotable, ce qui soulignait l'intention propagandiste du modèle, permettre que le Führer soit visible lors de défilés, de rassemblements ou de visites diplomatiques. À cette fin, une plateforme surélevée de 13 cm fut intégrée, ainsi qu'une poignée sur le pare-brise pour aider à maintenir l'équilibre pendant les manœuvres. Il ne s'agissait pas simplement d'une voiture de luxe, mais bien d'une extension physique du pouvoir national-socialiste.
Avec plus de 5 tonnes, sa structure incluait des compartiments cachés destinés à contenir des armes. Le design, à la fois imposant et fonctionnel, associait la sophistication mécanique au symbolisme autoritaire. Tout au long de la guerre, le véhicule fut utilisé lors de divers événements publics. Il fut présent le 18 juin 1940, lors de la visite de Mussolini à Munich, et de nouveau le 6 juillet, lors des célébrations à Berlin pour la chute de la France. Sa dernière mention documentée date du 15 juillet 1943, lorsqu'il fut envoyé en maintenance à l'usine de Sindelfingen. Avec la chute du régime, l'automobile fut saisie par les forces américaines et transférée en France, où elle fut brièvement utilisée par la police militaire. En 1946, elle passa entre les mains d'un entrepreneur belge en échange de tabac. Peu après, l'Américain Tom N. Austin l'acquit et la céda à une association d'anciens combattants en Caroline du Nord. Pendant des années, elle fut utilisée lors de cérémonies commémoratives avant d'être remisée, oubliée, dans un garage en août 1976. Pendant que la Mercedes 770K réquisitionnée par les Alliés poursuivait son propre parcours d'après-guerre, une autre unité du même modèle vivait une histoire très différente. En 1948, l'entrepreneur Christopher Janus, lié à une société d'importation de Chicago, acquit l'un de ses véhicules grâce à un accord avec une entreprise suédoise pour $35 000. Dès le départ, l'objectif était commercial. Janus promut la voiture comme une relique directe de l'entourage de Hitler, affirmant qu'elle avait été conçue par lui et utilisée aux côtés d'Eva Braun. Il la surnomma, avec une claire intention médiatique, la mascotte du Führer. Les réactions ne se firent pas attendre. Des zoos, des psychiatres et même des particuliers proposèrent des objets et des services insolites en échange de la possibilité de participer à l'exposition. Janus organisa plus de 150 présentations publiques à des fins caritatives et estima qu'il pourrait récolter une somme supérieure à $1 million de l'époque. Finalement, en 1952, la limousine fut vendue aux collectionneurs George Waterman et Kirkland Gibson, qui la présentèrent pendant des années comme le véhicule personnel du dictateur. En 1973, l'histoire de la voiture prit un nouveau tournant lorsqu'elle fut vendue lors d'une enchère organisée par Barrett Jackson à Scottsdale pour $153 000, établissant alors le record mondial du prix pour une automobile. Des documents historiques affirmaient que ce véhicule en particulier avait été présent lors d'au moins 42 tentatives d'assassinat contre Hitler, ce qui accentuait sa charge symbolique. Des décennies plus tard, il fut retrouvé sans identification claire dans un musée du Canada, où il demeurait silencieux, comme si son passé avait été enseveli avec lui. Cette histoire inspira le journaliste Robert Clara à écrire The Devil's Mercedes, un ouvrage qui explore comment l'aura de cette voiture oscillait entre mythe, marketing et mémoire historique. Parallèlement, un autre exemplaire fut restauré par un collectionneur privé et exposé au musée d'antiquités automobiles historiques de Chicago. Il conservait la sellerie originale en cuir noir, bien que ses vitres blindées aient été remplacées. En 2009, il fut acquis par un milliardaire russe et depuis lors, changea de main à 8 reprises. Son dernier propriétaire, dont l'identité demeura confidentielle, le mit aux enchères le 17 janvier 2018. La vente fut organisée par Worldwide Auctioneers à Scottsdale, en Arizona. La voiture, correspondant au lot 62, était l'un des 5 modèles survivants et l'un des 3 seuls encore en possession privée. Elle atteignit une enchère maximale de $7 millions, mais la vente ne fut pas conclue, n'ayant pas atteint le prix de réserve. La maison de vente annonça que les négociations se poursuivraient en privé. Dans le cadre de l'événement, il fut précisé que 10% du montant final serait destiné à des initiatives éducatives sur la Shoah, avec le Simon Wiesenthal Center comme institution bénéficiaire. Mais la vente aux enchères de la Mercedes-Benz 770K en 2018 suscita rapidement des réactions, comme cela avait déjà été le cas peu auparavant avec la vente de la montre personnelle de Hitler. Tandis que certains saluaient la conservation du véhicule en tant que témoignage du passé, d'autres remettaient en question sa place sur le marché des antiquités. Parmi les critiques les plus notables figurait Lawrence Bell, directeur de la Société historique juive d'Arizona.
Pour lui, cette pièce devait avoir une vocation éducative, intégrée dans un espace permettant de comprendre sa fonction au sein de l'appareil de propagande du régime nazi. Depuis la Ligue anti-diffamation, Carlos Galindo Elvira partagea cette perspective. Il affirma qu'un objet doté d'un tel niveau de charge symbolique devait être exposé dans un environnement offrant un contexte historique, et non simplement présenté comme une pièce exotique entre des mains privées. L'inquiétude ne portait pas tant sur la vente elle-même que sur l'usage et le traitement de l'objet, considérant que son exposition sans cadre interprétatif pouvait banaliser les crimes du passé. Cependant, tous les spécialistes ne s'accordaient pas sur l'ampleur symbolique de cette automobile en particulier. Michael Rubinoff, universitaire à l'Université d'État de l'Arizona, adopta une position plus sceptique. Selon lui, la valeur historique de ce type de véhicule est relative, dans la mesure où Hitler utilisa de nombreuses voitures similaires durant le Troisième Reich. Pour Rubinoff, une pièce véritablement marquante serait, par exemple, la voiture dans laquelle fut assassiné l'archiduc François Ferdinand, dont la portée historique directe est incontestable et qui fait aujourd'hui partie d'une exposition à Vienne. Le débat porta également sur le risque que ce genre d'objet tombe entre les mains de groupes extrémistes, mais Rubinoff écarta cette hypothèse. Il argumenta que les mouvements néo-nazis manquent en général des ressources financières nécessaires pour acquérir des objets d'une telle valeur sur le marché. En revanche, il expliqua que ces pièces tendent à rester dans des collections privées appartenant à des personnes fortunées ou dans des institutions disposant des moyens suffisants pour les conserver. La controverse mit en lumière le dilemme entourant de nombreux objets liés au nazisme, leur importance en tant que preuve matérielle face au risque d'interprétation erronée ou d'exploitation symbolique. Dans le cas de la Mercedes, sa circulation publique raviva le débat sur la place que doivent occuper ces vestiges du passé dans la mémoire collective. À mesure que d'autres objets liés au dictateur réapparaissaient entre les mains de particuliers ou d'institutions, refaisaient aussi surface des traces d'une phase antérieure de sa vie, sa carrière artistique avortée. Entre 1908 et 1913, durant son séjour à Vienne, Hitler tenta de gagner sa vie en tant que peintre, produisant des centaines d'aquarelles et de cartes postales. Cependant, la critique et le marché lui furent défavorables. Ses œuvres, de style académique et sans traits avant-gardistes, passèrent inaperçues pendant des décennies. Après l'effondrement du Troisième Reich, beaucoup de ses œuvres furent récupérées. En juin 2015, la maison Weidler, basée à Nuremberg, vendit un lot de 14 œuvres attribuées à Hitler, peintures, dessins et aquarelles, pour un montant global avoisinant les 400 000 €. L'œuvre la plus valorisée fut une vue du château de Neuschwanstein, qui atteignit les 100 000 € et fut acquise par un acheteur chinois. Un autre tableau, Vase mi Blumen, daté de 1912, se vendit pour 73 000 €. Les acheteurs, selon la maison de vente, n'étaient pas des admirateurs du nazisme, mais des investisseurs intéressés par de l'art à forte valeur, originaires de pays comme le Brésil, les Émirats arabes unis, la France et l'Allemagne. Cette même année, en novembre, une aquarelle intitulée « The Old Town Hall », supposément réalisée entre 1914 et 1915, fut vendue pour 130 000 €. Toutes les transactions, toutefois, ne se déroulèrent pas sans controverse. Une peinture florale fut retirée en mars d'une autre vente aux enchères à Los Angeles, organisée par Nate D. Sanders, sans que les raisons soient précisées. En février 2019, une autre vente organisée par Weidler connut moins de succès. 5 paysages attribués à Hitler, avec des prix de départ situés entre 19 000 et 45 000 € ne trouvèrent pas preneur. Parmi les œuvres non adjugées figurait une vue d'un lac alpin et un tableau représentant un fauteuil en osier avec une svastika. La maison de vente n'expliqua pas les raisons de cet échec, tout en laissant la porte ouverte à une remise en vente ultérieure. La polémique autour du marché de l'art attribué à Adolf Hitler s'intensifia en 2019 avec de nouveaux cas de possibles falsifications. En février de cette année-là, des procureurs allemands confisquèrent 63 œuvres signées des initiales de Hitler, dont certaines n'étaient même pas destinées à être mises aux enchères. L'intervention s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pour suspicion de fraude et de falsification de documents. La procureure Antje Gabriels Gorsolke
déclara que, si les soupçons étaient confirmés, on remonterait la chaîne de propriété afin de déterminer s'il y avait eu intention de tromperie de la part d'intermédiaires ou de vendeurs. Parallèlement, la police de Berlin intervint à la maison de vente Close, où devaient être mises aux enchères 3 aquarelles paysagères, datées entre 1910 et 1911. À la suite d'un signalement citoyen évoquant leur possible fausseté, les œuvres furent retirées avant la vente. Chacune avait un prix de départ de 4 000 €. La porte-parole de la police, Patricia Bremer, confirmait qu'une enquête était en cours concernant l'authenticité des certificats accompagnant les œuvres. Ces documents, rédigés entre 2017 et 2018, avaient été signés par le graphologue américain Frank Garreau, qui défendait la validité de la signature en invoquant sa cohérence calligraphique et son apparente spontanéité. Toutefois, ni l'origine des œuvres ni la documentation complémentaire ne furent éclaircies publiquement. Bien que le site web de l'événement présentât les certificats, aucun détail supplémentaire sur la provenance n'y figurait. Le porte-parole de la maison de vente, Heinz Joachim Meder, se montra sceptique quant à la valeur esthétique des aquarelles. Dans une déclaration à Reuters, il affirma qu'elles ne se distinguaient pas par leur qualité artistique, mais uniquement par le nom de leur auteur. Il compara leur niveau à celui des artistes de rue de la Seine, assurant que la majorité d'entre eux les surpasserait sans difficulté. En Allemagne, la législation autorise la vente d'œuvres attribuées à Hitler, à condition qu'elles ne comportent pas de symbole du régime nazi. Cependant, des médias comme le Frankfurter Allgemeine Zeitung ont alerté sur la prolifération des faux. De nombreuses pièces apparaissent signées A. Hitler, mais leur authentification demeure un défi technique. Stefan Klingen, de l'Institut central d'histoire de l'art de Munich, souligna que le dictateur avait un niveau comparable à celui d'un amateur sans formation et que ses œuvres se distinguaient à peine parmi les milliers d'autres produites en série à cette époque. Malgré leur faible valeur technique, ces œuvres continuent de susciter le débat en raison de leur lien direct avec le passé nazi. On estime que Hitler aurait peint environ 2000 pièces avant la Première Guerre mondiale. Il tenta sans succès d'entrer à 2 reprises à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Dans une conversation citée par le magazine Life en octobre 1939, il déclara à un diplomate britannique qu'il se considérait comme un artiste, non comme un homme politique, et que son intention était de se retirer pour peindre une fois la question polonaise réglée. Derrière les portes de Bogensee, la double vie de Joseph Goebbels. Après les traces matérielles laissées par Hitler, les possessions de ses collaborateurs les plus proches révèlent une autre dimension du pouvoir nazi, la fusion entre privilèges, propagande et vie privée. L'un des cas les plus éloquents est celui de Joseph Goebbels et de son refuge à Bogensee, un lac entouré de forêts dans le Brandebourg. C'est là, en 1936, qu'il reçut pour son 39e anniversaire un terrain de 17 hectares, cédé par l'administration de Berlin en guise de remerciement. Sur ce terrain allait être construite sa résidence rurale, selon les plans de Heinrich Schweitzer et sous la supervision de l'architecte Hugo Constantin Bartels. Achevée en 1939, la maison combinait une façade en pierre naturelle avec un toit à 2 versants. Elle disposait initialement de 30 pièces, mais la propriété fut agrandie par phases successives. À la fin de la guerre, la villa comprenait un total de 40 pièces, 70 autres réservées aux employés, une salle de cinéma de 100 mètres carrés, une station de traitement de l'eau, des systèmes de ventilation dissimulés, des fenêtres rétractables et un bunker souterrain entièrement équipé. La demeure, cofinancée par la société de production UFA, devint un lieu de rencontre habituel pour les acteurs et réalisateurs du cinéma allemand. Zara Leander, Emil Jannings et Heinz Rühmann y séjournèrent. Goebbels l'appelait Villa Bogensee et affirmait dans ses journaux intimes qu'il s'agissait du seul endroit où il pouvait lire et travailler sans interruption. Cependant, l'isolement ne se limitait pas au seul retrait intellectuel. Dès le début de 1936, la villa servit également de cadre à ses rencontres extra-conjugales. L'un des épisodes les plus connus mit en scène l'actrice tchèque Lida Baarova,
Selon ses propres récits, elle rencontra Goebbels alors qu'il se promenait avec une petite fille, l'une de ses filles. Le ministre se présenta avec amabilité et déclara qu'il venait d'acquérir la propriété voisine, bien qu'en réalité celle-ci ait été un cadeau de l'État. Baharova, jeune, blonde et charismatique, correspondait au canon de beauté promu par le régime. Elle vivait alors avec l'acteur Gustav Fröhlich à proximité des studios Babelsberg, non loin de Bodensee. Malgré son image publique d'homme de famille, Goebbels visitait rarement la villa en compagnie de son épouse Magda ou de leurs enfants. Les tensions conjugales s'intensifièrent au point que Magda demanda le divorce, ce qui provoqua l'intervention directe de Hitler, qui exigea une discrétion absolue. C'est dans ce contexte que la relation de Goebbels avec Lida Baharova, commencée en 1936, se renforça, devenant rapidement une source de scandale au sein du cercle du pouvoir nazi. Pendant 2 ans, ils entretinrent une liaison ponctuée de rencontres fréquentes à Bodensee. Goebbels alla même jusqu'à envisager de se séparer de Magda pour épouser l'actrice, mais la réponse de Hitler fut catégorique. En découvrant l'infidélité, Magda le confronta après avoir rassemblé les noms des femmes qui fréquentèrent la villa. Baharova figurait parmi elles. Goebbels écrivit dans ses journaux qu'il était prêt, si nécessaire, à abandonner ses fonctions, mais pas à renoncer à cette relation. Néanmoins, il finit par se plier à l'ordre du Führer, et dans une note ultérieure, il consigna que se consacrer au travail était le meilleur remède après ce sacrifice personnel. Peu de temps après, la Gestapo obligea Baharova à quitter l'Allemagne. Elle fut envoyée à Prague. À la fin de la guerre, elle fut arrêtée et condamnée pour collaboration. Son exécution fut suspendue en 1946 après l'intervention d'un agent artistique avec qui elle se maria par la suite. Ils vécurent en exil entre l'Espagne et l'Argentine. Des années plus tard, elle raconta avoir détruit toute photographie les représentant ensemble et portait encore la culpabilité de cette relation. Goebbels avait écrit à son propre sujet qu'il était une calamité pour les femmes et que toute femme tombant amoureuse de lui finirait par souffrir. Cette tension entre fragilité intime et contrôle public n'était pas étrangère à sa manière d'exercer le pouvoir. Malgré la claudication causée par la poliomyélite contractée dans son enfance, il projetait une autorité ferme, compensant ses limitations physiques par un besoin constant de tout maîtriser. Il contrôlait chaque détail, du contenu des actualités aux apparitions des acteurs. Il imposait même des règles esthétiques sur les costumes et les coiffures lors des tournages. Dans sa vision du monde, il affirmait que les masses souhaitaient être dirigées et que le mensonge faisait partie intégrante de cette relation avec le pouvoir. C'est depuis cette même résidence qu'en 1943, il rédigea le discours qui allait marquer un tournant dans la propagande du régime, l'appel à la guerre totale. Prononcé au Palais des Sports devant une foule de plus de 40 000 personnes, l'événement fut consigné par Goebbels lui-même comme l'une des manifestations de ferveur les plus intenses auxquelles il ait assisté. Ce lieu, d'où Goebbels écrivait ses discours incendiaires et cultivait une image de pouvoir absolu, entra dans une nouvelle phase après sa mort en 1945. Quelques jours après le suicide du couple et l'assassinat de leurs 6 enfants, la villa fut occupée par l'armée rouge. Les troupes soviétiques y restèrent environ 1 an et l'espace, jadis symbole de la propagande nazie, fut progressivement transformé. Avec la consolidation de la République démocratique allemande, les autorités communistes attribuèrent le domaine aux jeunesses du parti. Une école de formation politique y fut installée, dotée de blocs résidentiels. Une photographie de l'époque montre une classe donnée dans la même villa où Goebbels organisait les soirées du régime. Le bâtiment, autrefois réservé à l'appareil nazi, devenait ainsi un instrument d'endoctrinement communiste. Après la réunification de l'Allemagne en 1990, le complexe devint la propriété du Land fédéré de Berlin. Cependant, pendant plus de 3 décennies, les autorités n'ont pas réussi à trouver une utilisation stable pour cette propriété. En l'an 2000, la villa fut complètement abandonnée. Depuis lors, la végétation a envahi les extérieurs, les structures se sont détériorées et la salle de cinéma, où étaient projetés des films de propagande, est restée inutilisable. En 2015, une association fut créée dans le but de transformer le lieu en un centre international d'études destiné aux chercheurs originaires de zones en conflit. L'initiative n'a pas abouti.
Pendant ce temps, l'État de Berlin continue d'allouer entre 150 000 et 300 000 euros par an, uniquement pour éviter l'effondrement du bâtiment. Les coûts de restauration sont jugés insoutenables, et le débat sur l'opportunité de préserver un symbole du passé nazi reste sans réponse. À cela s'ajoute une crainte persistante que la propriété suscite l'intérêt de milieux extrémistes. C'est pourquoi les autorités refusent toute vente directe. Birgit Möhring, directrice de l'organisme public chargé de la gestion immobilière, a déclaré que le principal risque réside dans l'impossibilité de contrôler l'usage futur du terrain. Pour l'éviter, seule la possibilité de baux de longue durée assortie de conditions strictes est envisagée. Dans le même esprit, la porte-parole Marlies Masch a souligné que toute proposition devait préciser clairement l'usage prévu du complexe. Le contrat actuel impose une utilisation obligatoire d'une durée minimale de 10 ans, ce qui laisse ouverte la possibilité qu'à l'expiration du délai, la propriété passe entre les mains de tiers via des mécanismes juridiques indirects. En mai, le ministre des Finances de Berlin, Stefan Evers, a proposé de céder gratuitement la villa à toute personne présentant un projet à vocation sociale. L'initiative a suscité une avalanche de propositions, parmi lesquelles celle d'un dermatologue souhaitant ouvrir un centre de soins pour la peau, ainsi que celle de plusieurs spéculateurs immobiliers. Toutes ont été rejetées. Même le mouvement extrémiste Reichsbürger, dont les membres ont été poursuivis pour tentative de renversement de l'État, a envoyé une proposition formelle, immédiatement écartée. Parmi les rares propositions considérées comme prometteuses, celle portée par l'Association juive européenne s'est distinguée. Son président, le rabbin Menachem Margolin, a envoyé une lettre au commissaire Evers, suggérant de reconvertir la villa en un centre dédié à la liberté d'expression et à la lutte contre la haine. Dans cette missive, Margolin a exprimé que ce lieu, autrefois utilisé pour diffuser le mal, pourrait être transformé en un espace consacré à promouvoir le bien. Evers a qualifié la proposition de précieuse, tout en soulignant que le principal obstacle restait le manque de financement. Faute de solution durable, le gouvernement n'écarte pas la démolition définitive du bâtiment. Alors que la villa de Bogensee se dégradait avec le temps, les écrits personnels de Joseph Goebbels déclenchèrent une bataille judiciaire qui remit son nom au centre de la controverse. Des décennies après la fin du Troisième Reich, ces journaux, rédigés avec minutie et dans un ton confessionnel, devinrent la base d'une biographie universitaire écrite par l'historien Peter Longerich. L'ouvrage, publié en Allemagne en 2010 puis en anglais par Penguin Random House UK, déclencha un débat inattendu. La famille d'un criminel de guerre doit-elle recevoir des bénéfices pour les droits d'auteur de ses écrits? Le litige judiciaire débuta lorsque la maison d'édition Sidler, appartenant au groupe Random House Germany, utilisa de longs extraits des journaux sans verser de compensation au détenteur légal du patrimoine de Goebbels. Initialement, un accord prévoyait un pourcentage d'1% du prix net de vente comme redevance, mais la maison d'édition annula le contrat avant la publication, arguant qu'il était éthiquement inacceptable de rémunérer les héritiers d'un haut dignitaire nazi. La personne à la tête de la plainte était Cordula Schacht, fille de Hjalmar Schacht, l'ancien ministre de l'économie du Troisième Reich, acquitté à Nuremberg, et détentrice légale des droits sur les écrits de Goebbels. En tant que représentante du patrimoine, elle exigea le respect du contrat initial, affirmant que les revenus devaient revenir aux héritiers légitimes, présumément descendants des frères du ministre de la Propagande. La maison d'édition, de son côté, proposa de verser les redevances à une institution dédiée à la préservation de la mémoire de la Shoah. Cependant, Schacht rejeta cette option, insistant sur le fait que la propriété intellectuelle devait suivre son cours juridique habituel, sans exception pour des raisons morales. En juillet 2015, le tribunal régional de Munich statua en faveur du patrimoine de Goebbels. Il ordonna le paiement des redevances stipulées, tout en précisant que les droits expiraient à la fin de cette même année, ce qui limitait l'impact du jugement à ce cas particulier. Pour la défense de Random House, la décision fut un coup symbolique. Rainer Dressen, conseiller juridique du groupe, déclara que ce jour était « triste pour l'Allemagne » et critiqua l'application d'un cadre légal sans prise en compte de la dimension éthique de l'affaire, dans une logique qui, selon ses mots, rappelait les justifications techniques utilisées par d'anciens dignitaires nazis.
La maison d'édition annonça son intention de faire appel de la décision devant la Cour suprême allemande, non pas pour les conséquences financières, mais en raison de ce qu'elle considérait comme un précédent juridiquement et moralement problématique. La mise aux enchères des manuscrits personnels de Goebbels, annoncée par Alexander Historical Auctions, attira non seulement l'attention de collectionneurs et de chercheurs, mais également des critiques émanant de voix liées à la mémoire de la Shoah. Parmi elles, celle du juriste Menachem Rosensaft, vice-président de l'American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants, se démarqua. Pour lui, commercialiser ce type de document constituait une manière de tirer profit des symboles de l'horreur nazie. Rosensaft souligna qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé. Un an plus tôt, la même maison de vente avait proposé les journaux de Joseph Mengele, le médecin qui réalisa des expériences dans les camps de concentration. Selon lui, des documents de cette nature devraient faire partie d'archives institutionnelles à visée éducative et non circuler dans des circuits privés où ils risqueraient de finir entre les mains d'admirateurs du régime ou d'être traités comme des reliques idéologiques. Depuis l'organisation de la vente, Bill Panagopoulos répondit avec fermeté. Il affirma que la majorité des acheteurs sont des particuliers souhaitant confier les documents à des musées ou à des centres de documentation historique. D'après son expérience, les groupes extrémistes n'ont généralement ni l'accès ni un réel intérêt pour ce type de pièces. Il ajouta que les manuscrits de Goebbels n'avaient fait l'objet d'aucun doute quant à leur authenticité et que leur contenu restait en grande partie inconnu, à peine 10% ayant été traduits, en raison de la complexité de l'écriture manuscrite originale. Pour renforcer sa position, Panagopoulos mentionna que dans le cas des journaux de Mengele, l'acheteur était un citoyen juif, ayant exprimé son intention de les donner à une institution de recherche. Il assura également que ses bénéfices personnels dans cette opération furent limités, estimés entre 15 000 et 20 000 $, et qu'il avait consacré une partie de cette somme à un monument commémoratif de guerre. Mettre aux enchères le Reichsmarschall, le destin de ses possessions. Après le sort des biens de Goebbels, les traces matérielles laissées par Hermann Göring révèlent une autre dimension de l'héritage nazi. Un mélange de fétichisme, de mémoire historique et de marché. En septembre 2019, un uniforme attribué à l'ancien commandant de la Luftwaffe fut mis aux enchères par Parade Antique, dans la ville britannique de Plymouth. Le vêtement d'un gris pâle caractéristique avait été acquis auparavant auprès d'un musée privé en Suisse et présentait des signes évidents d'utilisation. Taches de sueur, usure des boutons et plis correspondant au corps volumineux de Göring. Le propriétaire de l'établissement, John Cabello, expliqua que l'uniforme avait été confectionné par le tailleur viennois Thiel, spécialisé dans les vêtements pour haut gradés du Troisième Reich. Contrairement aux habits de gala fabriqués durant les premières années du régime, cette pièce affichait une finition plus modeste, probablement due à la pénurie de matériaux pendant la guerre. Cabello interpréta ce détail comme une tentative délibérée de Göring de ne pas afficher de luxe en temps de privation généralisée. L'ensemble comprenait une tunique, un pantalon, des bretelles et une casquette d'officier, cette dernière étant une réplique, ainsi qu'une ceinture authentique, bien qu'elle ne soit pas directement liée au maréchal. Des experts en uniforme confirmèrent que le vêtement avait bien été porté par Göring lui-même. Une usure asymétrique sur la poche gauche indiquait un geste habituel, celui de placer sa main dans cette poche lors de ses apparitions publiques. L'estimation de départ fut fixée à 85 000 livres sterling. L'initiative provoqua une réaction immédiate. Jonathan Arkush, du Board of Deputies of British Jews, qualifia la vente de répugnante et exigea la destruction de l'uniforme. Il rappela que Plymouth avait été la cible des bombardements aériens dirigés par Göring. La rabbine Laura Janner-Klausner avertit que ce type d'objet pouvait finir par fonctionner comme des symboles idéologiques pour des secteurs nostalgiques du nazisme. Cabello, en réponse, soutint que reconnaître la valeur historique ne signifiait pas approuver sa charge symbolique. Des années plus tôt, en juin 2016, la maison Hermann Historica, à Munich, avait également proposé des objets personnels de Göring. Parmi eux, une paire de sous-vêtements en soie avec ses initiales brodées, des radiographies, ainsi que l'étui métallique contenant la capsule de cyanure qu'il utilisa pour se suicider 2 heures avant son exécution, à la suite des procès de Nuremberg.
La vente aux enchères comprenait également des documents médicaux d'Hitler, des vêtements avec des poches renforcées pour transporter des armes, des photos secrètes issues des archives de Robert Kempner, des transcriptions d'écoute de prisonniers à Nuremberg et même des fragments des cordes utilisées lors des pendaisons du 16 octobre 1946. Le marteau en bois utilisé par le juge américain Robert H. Jackson durant le procès était aussi proposé, objet qu'il avait ensuite offert à Thomas G. Dodd. Les critiques ne se firent pas attendre. Le Conseil central des Juifs en Allemagne, dirigé par Joseph Schuster, qualifia la vente de scandaleuse et offensante et demanda son annulation. Ils argumentèrent que ces objets devaient être conservés dans des institutions publiques et non circuler sur les marchés privés, où ils risquaient d'être glorifiés par des extrémistes. Le maire de Munich lui-même appela à l'annulation de l'événement pour des raisons éthiques et de sécurité. Hermann Historica défendit sa position. Dans un communiqué officiel, l'entreprise déclara qu'elle opérait selon des normes strictes, ne vendant qu'à des musées, des archives ou des collectionneurs autorisés. Elle affirma que son travail facilitait l'accès des chercheurs à des pièces authentiques du passé et que de nombreux objets passés entre ses mains faisaient désormais partie de collections muséales reconnues. Une grande partie des articles provenaient de la collection privée du docteur John K. Latimer, officier médical américain qui avait supervisé les accusés nazis pendant les procès de Nuremberg. Durant cette période, Latimer avait rassemblé des documents, effets personnels et objets médicaux qu'il conserva jusqu'à sa mort. Au-delà des ventes aux enchères publiques et des polémiques éthiques entourant ces effets personnels, l'un des artefacts les plus intimes liés à Hermann Göring est récemment réapparu sur le marché. Une bague en or à forte charge symbolique ayant appartenu à sa première épouse, Karin Göring. Ce bijou représente non seulement une pièce singulière par sa facture et son design, mais aussi une fenêtre sur la dimension personnelle du dignitaire nazi. Karin Fock, née à Stockholm en 1888, provenait d'une famille aristocratique aux racines suédoises et irlandaises. Elle épousa en 1910 le baron Niels von Kantzow et donna naissance à un fils en 1922. Cette même année, elle rencontra Göring, alors pilote civil en Suède. Bien qu'elle fût encore légalement mariée, la relation progressa rapidement. Après son divorce en décembre 1922, ils se marièrent au début de 1923. La bague fut un cadeau de Karin à Göring à l'occasion de son anniversaire, le 12 janvier de cette même année. Fabriquée en or 18 carats, elle comprenait un camée sculpté à la main représentant le roi Léonidas, symbole du courage qu'elle attribuait à son époux. À l'intérieur figurait une dédicace en allemand, indiquant qu'il s'agissait d'un cadeau pour son anniversaire de sa chère Karin, accompagné de la date et du lieu où il fut remis, 12 janvier 1923, Stockholm. Cette pièce de grande taille fut l'un des premiers objets personnels que Göring conserverait avec une véritable dévotion. Cependant, Karin ne jouit jamais d'une bonne santé. Après l'échec du putsch de Munich, le couple s'exila brièvement en Suède. Bien que Karin fût une sympathisante active du NSDAP, sa condition médicale, marquée par la tuberculose, limita ses apparitions publiques. Le décès de sa mère en septembre 1931 aggrava son état, et peu après, le 17 octobre, elle mourut à l'âge de 42 ans des suites d'une crise cardiaque. Göring cessa de porter la bague après sa mort, craignant d'endommager le délicat camée. Il la plaça d'abord dans un petit sanctuaire privé à Berlin, puis la transféra à Karinal, la résidence monumentale qu'il fit bâtir en mémoire de Karin. Les restes de celle-ci furent rapatriés de Suède et inhumés dans un mausolée situé sur ce domaine, où même Adolf Hitler assista aux funérailles en signe d'admiration. À la fin de la guerre, avec l'arrivée imminente de l'armée rouge, Göring ordonna la destruction de Karinhal à l'explosif pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains soviétiques. Des témoignages non confirmés rapportent que des soldats auraient profané le mausolée et que le crâne de Karin aurait été tourné en dérision, une scène qui aurait été filmée et prétendument montrée à Göring lui-même. Bien que ce point ne soit pas vérifié,
Il reflète la brutalité symbolique de la fin du conflit. Des décennies plus tard, la bague fut retrouvée près du château de Weldenstein, l'un des lieux où Göring avait dissimulé des objets de valeur, convaincu que la guerre se terminerait par une négociation entre gentlemen, comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale. Il n'avait pas anticipé les procès de Nuremberg, ni la transformation radicale du système juridique international. Actuellement, ce bijou est proposé sur le marché pour une somme de 6 500 $. Il est décrit comme une pièce unique en raison de sa taille, de son design et de son contexte historique, très différente du reste des nombreuses parures que Göring accumula au cours de sa vie. Pendant des années, ces reliques reflétèrent son besoin d'affirmation personnelle, affective et esthétique. Mais à mesure que la guerre avançait et que la chute du régime devenait inévitable, cette dimension intime céda la place à une lutte désespérée pour le contrôle du pouvoir. Parmi les documents qui témoignent de l'effondrement final du Troisième Reich, un en particulier se distingue par sa charge symbolique et politique. Le télégramme envoyé par Hermann Göring à Adolf Hitler dans la nuit du 23 avril 1945. Rédigé sur un formulaire militaire avec le cachet rouge « Secret », le message représentait une tentative directe d'activer le décret de succession signé des années plus tôt par le Führer lui-même. Göring affirmait avoir reçu des informations du général Karl Koller, selon lesquelles Hitler avait délégué une partie de ses décisions, laissant entendre que si des négociations avec les Alliés devaient s'ouvrir, Göring serait mieux placé pour les mener, le Führer étant isolé dans le bunker de Berlin. Face à la gravité de la situation et à un possible effondrement des communications, Göring posait une condition claire. S'il ne recevait pas de réponse avant 22 heures, il considérerait que Hitler n'avait plus sa liberté d'action, ce qui, selon le décret de juin 1941, lui permettait légalement d'accéder au pouvoir. Le texte reflétait un mélange de détermination politique et de langage révérencieux. Göring écrivait qu'il ne pouvait exprimer avec des mots les sentiments qu'il éprouvait à l'égard de Hitler en cet instant, et terminait en lui souhaitant la protection divine. Malgré ce ton soumis, le geste fut perçu comme une menace directe. Lorsque le message parvint au Führerbunker, la réaction fut immédiate. Hitler, déjà psychologiquement instable, interpréta le télégramme comme un acte de haute trahison. 2 jours plus tard, le 25 avril, il ordonna à Göring de renoncer à toutes ses fonctions, en lui promettant la vie sauve. Il ordonna également au SS de l'arrêter dans sa résidence de Berchtesgaden. La décision fut encouragée par Martin Bormann, qui profita de l'occasion pour affaiblir l'un des derniers membres du cercle originel du pouvoir. Joseph Goebbels soutint cette interprétation, déclarant que tout autour de Göring sentait la trahison. Seul Walter Heuvel, représentant du ministère des Affaires étrangères, tenta d'offrir une lecture plus pragmatique. Il fit valoir que les lignes de communication étaient en train de s'effondrer et qu'il était raisonnable d'anticiper un vide de pouvoir. À peine 5 jours plus tard, une nouvelle fracture secoua le bunker. Le 28 avril, Hitler apprit que Heinrich Himmler tentait lui aussi de négocier avec les Alliés. La réaction fut brutale. Il ordonna son arrestation immédiate ainsi que le fusillement de Hermann Fegelein. Albert Speer, dans ses mémoires, identifia le télégramme de Göring comme le premier symptôme visible de la désintégration totale de la direction nazie. Une chaîne de trahison qui scella l'effondrement moral et politique du régime. Le télégramme qui déclencha la rupture finale entre Göring et Hitler ne se perdit pas dans les archives du Reich. Il fut récupéré par le capitaine américain Benjamin M. Bradin qui, après avoir accédé au reste du bunker, le conserva en souvenir avec d'autres documents. Il resta des décennies rangé à son domicile en Caroline du Sud, jusqu'à ce que son fils, des années plus tard, le montre à son professeur d'histoire à De Citadel, le docteur Robert Rieck, spécialiste de langue allemande et ancien membre de l'équipe militaire présidentielle. Rieck conseilla d'utiliser les papiers comme base pour une thèse et, en guise de remerciement, reçut le télégramme original ainsi qu'une invitation imprimée de Hitler. Lors d'une année sabbatique à Oxford, en 1978, il confia le document à un ami pour qu'il en prenne soin. À ce moment-là, le papier présentait déjà des signes de détérioration, une déchirure verticale réparée avec du ruban adhésif et une écriture mécanique à peine visible par endroits. Rieck accompagna l'archive d'une note manuscrite précisant sa provenance, plus tard authentifiée par son fils. Cette pièce, avec d'autres éléments du même lot, fut mentionnée par l'historien David Irving dans sa biographie de Göring.
Des décennies plus tard, le document réapparut. En 2015, il fut mis aux enchères à New York par Alexander Historical Auctions, atteignant plus du double de sa valeur estimée. 35 600 livres. Les enchères opposèrent un musée américain à un collectionneur européen. Selon le président de la maison de vente, Bill Panagopoulos, sa valeur résidait dans le fait d'avoir cristallisé le moment exact où la loyauté interne du régime s'effondra. Il ajouta que Bormann avait exploité ce texte pour isoler davantage Hitler de ses collaborateurs et que la valeur historique du télégramme dépassait tout objet symbolique de l'époque. Alors que certaines des pièces les plus emblématiques de Göring circulaient dans les musées et les maisons de vente aux enchères internationales, d'autres restèrent cachées jusqu'à des dates récentes. L'une d'elles fut révélée en 2011, lorsque la maison Drewitz à Londres annonça la vente d'une boîte de cigares personnalisée, fabriquée exclusivement pour le maréchal du Reich. Le lot, estimé jusqu'à 500 livres, comprenait 2 cigares intacts, encore conservés dans leurs tubes en verre scellés avec du liège et enveloppés dans du papier argenté. Il était également accompagné d'une photographie en noir et blanc signée de la main même de Göring, estimée entre 200 et 300 livres. Le couvercle de la boîte affichait une inscription claire. Sonderfertigung Reichsmarschall Hermann Göring, accompagné de ses initiales, de son blason personnel et du nom du fabricant berlinois de tabac qui les avait produits, Gildemann Ltd. Selon Malcolm Claridge, spécialiste des objets militaires chez Drewitz, ces articles offraient une connexion directe avec la figure du dignitaire nazi, connu pour son goût du théâtre et du luxe. Göring cultivait une image délibérément ostentatoire. Il aimait qu'on l'appelle l'homme de fer, appréciait les banquets opulents, les vins choisis et traversait l'Allemagne dans sa célèbre Mercedes bleue, connue sous le nom de Loi bleue. Le cigare faisait partie de sa mise en scène, symbole de pouvoir et de raffinement. Claridge résumait ainsi la valeur de la découverte. Tenir entre ses mains l'un de ces cigares, encore non allumé, revenait à tenir un fragment tangible de l'histoire. Peu après que plusieurs objets personnels de Göring eurent circulé dans des ventes aux enchères privées, une partie de cet héritage réapparut dans une exposition publique. En avril 2014, le Musée national de la libération à Groesbeek, aux Pays-Bas, présenta une exposition incluant les célèbres cigares du maréchal du Reich, accompagnés d'un exemplaire signé du Mein Kampf de Hitler. Les 2 objets furent saisis en 1945 par les forces américaines lors de l'arrestation de Göring, qui se trouvait alors caché dans un château autrichien. Ces cigares, fabriqués avec du tabac provenant de Sumatra par une entreprise allemande, furent offerts en août 1941 en pleine offensive aérienne contre le Royaume-Uni. Le musée suggéra qu'il est probable que Göring les ait allumés en réfléchissant au revers subi par la Luftwaffe face aux chasseurs britanniques. L'origine des pièces fut documentée dans une archive appartenant à Louis Otto, fonctionnaire néerlandais qui se procura ces objets après la reddition allemande. Des décennies plus tard, son fils les donna au musée pour leur conservation et leur exposition permanente. À mesure que l'on s'enfonce dans l'univers des objets personnels liés à Hermann Göring, une pièce émerge, illustrant mieux que tout autre son goût pour l'ostentation mêlée au symbolisme. Il s'agit d'une boîte destinée à conserver des cigares haut de gamme, récupérée dans sa cabane de chasse connue sous le nom d'Emihal, située dans les forêts de Romintenheide. Ce lieu, fréquenté par l'élite du régime, fut abandonné lors de la retraite allemande face à l'avancée de l'armée rouge. Un garde forestier proche de Göring retira discrètement la boîte, qui fut ensuite vendue aux enchères sur le territoire allemand et finit entre les mains d'un collectionneur privé. Le design de cette boîte révèle une fusion entre l'intime et le politique. Sur la partie supérieure, le côté gauche présente le blason héraldique de Göring, tandis que le côté droit arbore celui de la famille d'Emmy Sonnemann, sa seconde épouse. Au centre, un élan portant une svastika tournoyante entre ses bois évoque Saint-Hubert, figure associée à la chasse et utilisée par Hitler lui-même comme symbole du mysticisme germanique. Juste sous l'animal figure une inscription indiquant le nom du domaine et l'année. Reichsjägerhof, Rominten, 1936. L'intérieur du fermoir est gravé du nom Emihal, encadré par une chaîne de 75 feuilles de chêne finement sculptées à la main. Chacun des coins extérieurs est orné de svastika en relief. L'intérieur est doublé de bois de cèdre pour préserver la qualité des cigares, et les parois latérales sont faites de panneaux en bois de corne d'élan méticuleusement taillés. Avec des dimensions d'environ 23 par 18 cm et une profondeur de 4 cm et demi,
Cette boîte ne servait pas uniquement de récipient pour le tabac le plus raffiné, mais incarnait aussi une esthétique conçue pour projeter le pouvoir. Sa valeur actuelle sur le marché avoisine les 12 500 $, et elle est considérée comme une pièce unique en raison de sa valeur symbolique, de son artisanat détaillé et du contexte historique dont elle est issue. Au cours de sa carrière, Göring fut considéré comme l'héritier naturel de Hitler et vécut dans le luxe dans son domaine de Schorfheide, au nord de Berlin. Malgré la richesse accumulée par le biais de spoliations et de pillages, il finit discrédité par l'échec de la Luftwaffe face aux bombardements alliés. Sa mort, en octobre 1946, provoquée par une capsule de cyanure qu'il parvint à introduire dans sa cellule, mit fin à un parcours marqué par les excès et la chute. Bien que son héritage soit indissociable de la violence du régime qu'il contribua à maintenir, les objets qu'il laissa derrière lui continuent de réapparaître, disputés entre ceux qui cherchent à préserver la mémoire historique et ceux qui ne les voient que comme des pièces de collection.